Quel lourd secret avez-vous découvert sur un proche après sa mort? Quel est le secret le plus sombre que j'ai découvert sur mon parent décédé? Voir ma mère pardonner à la conductrice prétendument ivre qui avait tué mon père. Sauf qu'en réalité, elle n'était pas ivre, et ce n'était pas un accident. On l'a appris 3 ans après, alors que ma mère triait de vieux papiers dans le bureau de papa. Dans un tiroir cadenassé, elle est tombée sur des dossiers médicaux, des scanners, des comptes rendus de médecins, des résultats d'examen. Papa avait été diagnostiqué d'une tumeur au cerveau particulièrement agressive, 6 mois avant sa mort, en phase terminale. Il lui restait à peine 2 mois à vivre, et ces dernières semaines auraient été un supplice. Mais ce n'est pas ce qui nous a le plus bouleversés. Ce qui nous a vraiment anéantis, c'est la lettre posée juste en dessous, écrite de la main de papa. Merci d'avoir accepté. Ma famille ne te pardonnera jamais, mais tu m'offres la possibilité de partir dignement, en étant encore moi, pas comme une coquille vide dans un lit d'hôpital. L'argent est sur le compte dont nous avons parlé. Ma mère tremblait en me la montrant. On a foncé chez la femme, celle qui avait fait 2 ans de prison pour homicide involontaire. À peine avait-elle ouvert la porte qu'elle s'est effondrée en larmes. Il m'a fait promettre de tout garder pour moi, sanglotait-elle. Il disait que c'était la seule façon pour que l'assurance vous verse quelque chose. Si la tumeur l'emportait, vous n'auriez rien touché. Mais avec un accident, cette nuit-là, elle n'était pas ivre. Elle avait bu une bière des heures avant, juste assez pour que l'alcotest soit positif, juste assez pour que l'histoire tienne debout. Papa avait tout planifié, l'endroit, l'heure, même le fait que notre chien s'en sorte. Il l'avait payé pour porter le chapeau, sachant qu'elle avait besoin d'argent pour soigner sa propre fille, atteinte d'un cancer. J'ai eu envie de tout vous dire tellement de fois, a-t-elle avoué, surtout pendant le procès. Mais il m'a fait jurer. Il disait que si je brisais ma promesse, il viendrait me hanter jusqu'à la fin de mes jours. Elle a esquissé un rire trempé de larmes. Je crois qu'il était sincère. Ma mère est restée silencieuse un long moment. Puis elle a posé la question qui a tout changé. Combien t'a-t-il donné? 300 000, a murmuré la femme. Ça a sauvé ma fille. C'est là que j'ai compris ce qu'était la vraie maturité émotionnelle. Ma mère aurait pu exploser, en vouloir à papa pour ses mensonges, à cette femme pour avoir accepté, à la vie de lui avoir arraché son mari de toute façon. Mais non, elle a simplement tendu la main, a serré celle de la femme et lui a dit « Alors, on a toutes les deux perdu quelqu'un qu'on aimait, et toutes les deux sauvé quelqu'un qu'on aimait. Il aurait voulu qu'on soit amis. Mais à partir de là, tout s'est compliqué. La semaine dernière, la femme nous a appelés, complètement paniquée. Quelqu'un la suivait, lui posait des questions sur cette fameuse nuit. Hier, on a découvert de qui il s'agissait. L'ancien associé de papa, persuadé qu'il allait hériter de tout. Il était convaincu qu'il y avait anguille sous roche. Et il avait raison, puisqu'on venait d'apprendre que papa avait un autre compte, avec 10 fois la somme versée à la femme. Date du virement, la veille de sa mort. Le lendemain matin, maman et moi étions à la cuisine, scotchés devant les relevés bancaires de papa. Les chiffres semblaient irréels. 3 millions de dollars envolés sur un compte offshore la veille de sa disparition. Le café de maman avait refroidi alors qu'elle suivait chaque ligne du doigt. C'est là que la sonnette a retenti. Par le Judas, j'ai aperçu un homme en costume hors de prix, mallette à la main. Marcus Chen, l'ancien associé de papa, celui dont la femme avait parlé. Maman a ouvert, avant que j'aie eu le temps de dire quoi que ce soit. « Hélène », a dit Marcus, un sourire sans chaleur. « Il faut qu'on parle de la succession de ton mari. » Il est entré dans le salon comme s'il était chez lui, a posé sa mallette sur la table basse, ses doigts tapotant le cuir tout en balayant la pièce du regard, comme s'il évaluait la marchandise. « Je sais pour la femme », a-t-il lancé. La fameuse conductrice ivre. Futé Robert, mais pas assez. Le visage de maman est resté fermé, mais j'ai bien vu ses mains se crisper sur ses genoux. Marcus a ouvert sa mallette, sorti une pile de documents. Ton mari et moi avions un accord. S'il mourait, sa part de nos investissements me revenait. Mais il manque 3 millions sur les comptes. On n'en sait rien, a répondu maman. Vraiment? Marcus s'est renversé dans le canapé en nous sondant du regard. Parce que moi, je pense que Robert vous a dit exactement où est passé cet argent, et que vous allez me le dire. Je me suis levée. Vous devriez partir. Il n'a pas bougé. Assieds-toi, gamine. Tu n'as aucune idée de ce dans quoi ton père était embarqué. Cet argent, ce n'était pas que le sien. On avait des investisseurs, des gens qui n'apprécient pas d'être menés en bateau. Papa n'a trompé personne, ai-je protesté. Ah oui? Alors où est passé l'argent? Son ton s'est durci. J'ai été patient. 3 ans que j'attends, persuadé que Robert a planqué la somme quelque part, histoire d'attendre que les choses se tassent. Mais j'ai fini par découvrir son arrangement avec cette femme. Il a sorti son téléphone, nous a montré une photo. La femme de papa sortant d'un supermarché. Mon estomac s'est noué. Je la surveille, a-t-il dit. Je la suis. Elle est nerveuse, effrayée. Elle finira bien par tout avouer. Laissez-la tranquille, a demandé maman, la voix tremblante mais déterminée. Elle a déjà assez payé. Ça dépend de vous. Marcus s'est levé, a réajusté sa cravate. Vous avez 48 heures pour me dire où est l'argent. Après, il faudra que je me débrouille autrement. Dès qu'il a claqué la porte, maman l'a verrouillée et s'est adossée contre. On a aussitôt appelé la femme, lui conseillant d'aller se mettre à l'abri chez des amis pour quelques jours. Puis on est retourné dans le bureau de papa, cherchant ce qu'on avait pu rater. Derrière la bibliothèque, dans une cachette secrète, on a mis la main sur une autre lettre, cette fois adressée à Marcus. Si tu lis ces lignes, c'est que tu as découvert que l'argent a disparu. Tu as toujours été prévisible, Marcus. Cupide et prévisible. La lettre détaillait comment Marcus détournait de l'argent de la société depuis des années, siphonnant les comptes des clients. Papa avait percé le pot aux roses 6 mois avant son diagnostic. Les 3 millions, ce n'était que la somme volée par Marcus, scrupuleusement documentée et transférée pour mettre à l'abri les clients. Les preuves sont chez mon avocat, poursuivait la lettre. Si jamais il arrivait quoi que ce soit à ma famille ou à la femme qui m'a aidée, elle serait transmise aux autorités. Considère ça comme ton unique avertissement. Mais quand on a essayé de joindre l'avocat de papa,
Sa secrétaire nous a expliqué qu'il avait pris sa retraite l'an dernier et était parti s'installer en Floride. Impossible de mettre la main sur une adresse ou un numéro. Ce soir-là, Marcus a téléphoné. Il ne vous reste plus beaucoup de temps, a-t-il lancé avant de raccrocher. Le lendemain, on a découvert la boîte aux lettres défoncée et les pneus de la voiture crevés. Rien de bien grave, mais le message était limpide. Maman voulait qu'on aille à la police. Mais on savait toutes les deux que Marcus avait raison sur un point. Si papa avait détourné de l'argent, même pour contrer Marcus, on risquait gros. J'ai passé des heures à fouiller les dossiers sur l'ordinateur de papa à la recherche du moindre indice sur la cachette des preuves. Maman, de son côté, a contacté l'ancienne secrétaire de papa, ses partenaires de golf, tous ceux qui auraient pu en savoir un peu plus. Aucun résultat. La secrétaire nous a rappelé en larmes. Quelqu'un s'était introduit chez elle pendant son absence. Rien n'avait disparu, mais tout avait été retourné. Et sur le lit, les photos de sa fille formaient un mot. Ou, à ce moment-là, un souvenir m'est revenu. Papa m'emmenait parfois, quand j'étais petite, dans un vieux box de stockage. Il disait que c'était pour ranger des papiers de boulot ennuyeux. Je n'y avais pas repensé depuis des années. Ce soir-là, avec maman, on s'y est rendu. Box 47B, payé 10 ans à l'avance selon le responsable. À l'intérieur, des cartons entiers de dossiers financiers, des fichiers clients et une clé de coffre-fort scotchée sous un tiroir du classeur. Le lendemain matin, on s'est rendus à la banque. Le coffre contenait tout, les preuves du détournement de Marcus, des signatures truquées, des comptes maquillés et une vidéo confession de papa, filmée quelques jours avant sa mort, où il expliquait tout. Mais il y avait aussi une surprise. Les 3 millions n'avaient pas disparu. Papa les avait rendus, un, à tous les clients que Marcus avait volés, anonymement, sous couvert de correction comptable. Les virements étaient définitifs, l'argent déjà redistribué et dépensé. En rentrant, Marcus nous attendait à la maison. On ne saura jamais comment il est entré, mais il était là, installé dans le vieux fauteuil de papa, comme s'il était chez lui. C'est fini, a-t-il lancé. Où est mon argent? Là, maman a eu un geste que je n'oublierai pas. Elle a souri, pas son sourire habituel, mais un sourire ferme, presque dur, qui m'a rappelé papa lorsqu'il négociait un gros contrat. Il n'y en a plus, a-t-elle répondu. Robert a tout rendu à ceux que tu avais volés. Pas un centime n'a été gardé. Le visage de Marcus s'est décomposé. Tu mens. Maman a posé les preuves sur la table. On a fait des copies. Beaucoup. Certaines sont au FBI, d'autres chez le procureur de l'État, et d'autres encore chez des journalistes qui adoreraient sortir cette histoire. Tu bluffes. Essaie donc de voir, a répliqué maman. Mais sache que s'il arrive quoi que ce soit à l'une de nous, ou à cette femme, tout deviendra public. Ta réputation, ta société, ta liberté, tout y passera. Marcus s'est levé lentement, visiblement secoué. Ton mari m'a ruiné. Non, a répondu maman. Tu t'es ruiné tout seul. Robert a simplement fait en sorte que tu ne puisses plus faire de mal à personne. Quand Marcus est parti, on est resté un long moment sans rien dire. La femme est arrivée un peu plus tard, et on lui a tout montré. Elle a pleuré, mais cette fois c'était de soulagement. Il avait vraiment tout prévu, a-t-elle soufflé. Pas tout, a corrigé maman en lançant un regard à la photo de papa sur la cheminée. Il n'avait pas imaginé à quel point il nous manquerait. Dans les jours qui ont suivi, on a vu l'univers de Marcus s'écrouler. Ses investisseurs se sont retirés, ses clients l'ont lâché, et sans l'argent volé pour masquer ses traces, sa fraude est vite apparue au grand jour. Il a quitté l'État avant même qu'on ait le temps de porter plainte. La femme et sa fille ont commencé à venir dîner chez nous. Très vite, on s'est rendu compte que sa fille et moi avions beaucoup de points communs. Toutes les deux sauvées par le courage de nos parents, toutes les deux en train d'apprendre à vivre avec des vérités compliquées. Ce jour-là, maman avait raison. Nous avions chacune perdu un être cher et sauvé quelqu'un d'autre. Papa aurait voulu qu'on devienne amis. Plus encore, il aurait voulu qu'on forme une famille. Et, à sa manière secrète et un peu tordue, c'est exactement ce qu'il nous a permis de devenir. Les dîners tranquilles avec la femme et sa fille n'ont pas duré plus d'une semaine. Ensuite, Marcus a commencé à se montrer inventif. Tout a démarré avec mon boulot. Ma responsable m'a prise à part à la librairie, visiblement embêtée. Elle m'a expliqué qu'un appel anonyme l'accusait d'avoir volé de l'argent dans la caisse. On doit vérifier, a-t-elle dit à contre-cœur. Je savais que Marcus était derrière tout ça avant même qu'elle ait fini sa phrase. Le bureau de maman a reçu le même genre d'appel. Son agence immobilière a été inondée de plaintes pour annonces frauduleuses, signatures falsifiées, tout était parfaitement anonyme. Impossible de remonter la piste. Son patron, qui la connaissait depuis 15 ans, s'est excusé mais l'a suspendu le temps de l'enquête. La femme a aussi perdu son poste à l'hôpital où elle était infirmière. Quelqu'un avait signalé son casier judiciaire, remettant en cause qu'une ancienne condamnée pour homicide involontaire puisse s'occuper de patients. Peu importait qu'elle ait tout déclaré à l'embauche. Peu importait son parcours exemplaire depuis 2 ans. Ce soir-là, on s'est toutes retrouvées chez maman, à chercher comment rebondir. La fille de la femme, Victoria, était chez une amie. On avait bien veillé à la protéger de tout ça. Maman a ressorti les preuves de papa et les a étalées sur la table de la salle à manger. Relevés bancaires, mails, historique de transactions, tout ce qui prouvait la fraude de Marcus. Pourtant, quelque chose me chiffonnait. Papa, qui n'oubliait jamais un détail, pourquoi aurait-il confié les preuves à un avocat voué à disparaître? Je me suis plongée dans ses vieux agendas, croisant les dates. L'avocat, Nathan Johnnet, suivait papa depuis 20 ans, et sa retraite soudaine, juste après la mort de papa, sonnait bien trop commode. Maman a appelé d'autres avocats de la région pour se renseigner sur Nathan. La plupart n'avaient plus de nouvelles, mais l'un d'eux a mentionné un détail intrigant. Nathan avait vendu son cabinet à une société liée à Marcus. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. La femme a proposé qu'on tente de retrouver Nathan par nos propres moyens. Si Marcus l'avait retrouvé, peut-être que nous aussi, et qu'on pourrait le convaincre de nous aider. Mais retrouver quelqu'un qui ne veut surtout pas l'être, ce n'est jamais simple. J'ai passé les 3 jours suivants à passer des coups de fil à tous les Nathan Johnnet de Floride. Mais la plupart des numéros n'étaient même plus attribués. Et parmi les rares personnes qui décrochaient, aucune ne correspondait à notre Nathan. Maman, de son côté, fouillait les réseaux sociaux et les sites professionnels. Sans succès. La femme s'est plongée dans les annuaires des maisons de retraite et des résidences seniors. Mais là aussi, rien. Pendant ce temps, Marcus continuait à nous mettre la pression. Ma banque m'a appelé à propos de mouvements suspects sur mon compte. Plusieurs dépôts et retraits importants que je n'avais jamais effectués. Ils ont donc bloqué mes fonds, le temps de mener leur enquête. La société de crédit
crédit immobilier de ma mère a reçu un signalement anonyme pour fraude sur ses revenus. Le propriétaire de la femme a même été contacté par quelqu'un insinuant qu'elle utilisait son appartement pour des activités douteuses. On commençait sérieusement à manquer de temps et d'options. Et puis, contre toute attente, Victoria, la fille de la femme, nous a prises de court. Elle nous avait entendu discuter et a eu un éclair de génie. Et si Nathan n'était jamais réellement parti en Floride? Et si c'était simplement ce qu'il voulait qu'on pense? C'était si évident qu'on était passé complètement à côté. On cherchait au bout du monde alors qu'il pouvait très bien se cacher juste à côté de nous. Victoria se souvenait l'avoir aperçu au marché quelques mois plus tôt. Sa mère le lui avait montré de loin, lui demandant de l'éviter à cause de l'affaire. Dès le lendemain matin, nous sommes donc allés au marché, parcourant les allées, cherchant son visage parmi la foule. Rien. Mais alors qu'on repartait, j'ai repéré une silhouette familière attablée au café d'en face. Il avait vieilli, ses cheveux étaient devenus gris, mais c'était bien Nathan Jaunet. Maman s'est approchée avec précaution. Il l'a vu venir, a essayé de s'éclipser, mais elle a lancé son nom. Il s'est arrêté, les épaules basses. On s'est installé dans un coin à l'écart du café. Nathan avait l'air à bout, brisé. Il a fini par nous avouer que Marcus l'avait menacé après la mort de papa, lui ordonnant de disparaître s'il ne voulait pas que ses proches en fassent les frais. Nathan vivait caché en pleine lumière, sous son deuxième prénom, travaillant à temps partiel dans une quincaillerie. Maman lui a montré les éléments qu'on avait réunis. Ses mains tremblaient en découvrant les preuves. Il a confirmé ce qu'on redoutait. Papa lui avait tout confié, mais Marcus était arrivé avant, menaçant même ses petits-enfants. Nathan n'avait pas eu d'autre choix que de tout céder et de disparaître. Il avait toutefois pris soin de garder des copies des documents, planqués dans un coffre à la banque sous son autre identité. La peur l'avait jusque-là paralysé, mais nous voir réunis, prêtes à nous battre, lui avait redonné espoir. Ensemble, nous sommes allés à la banque. Dans le coffre, il y avait tout ce que papa avait rassemblé, et bien plus. Nathan y avait ajouté ses propres preuves contre Marcus, des enregistrements de menaces, des traces d'intimidation. Il y en avait largement assez pour mettre Marcus hors jeu, mais Marcus n'en avait pas fini avec nous. De retour chez maman, on a trouvé la porte grande ouverte. Rien n'avait disparu, mais tout avait été retourné. Les coussins éventrés, les tiroirs vidés, même les photos de famille sorties de leur cadre. Sur le mur du salon, un message en lettres capitales, dernière chance. La femme m'a saisi par le bras, paniquée. Sa fille! Nous avons foncé chez les amis qui hébergeaient Victoria. Elle était saine et sauve, mais complètement terrifiée. Les parents de son amie nous ont expliqué qu'un homme en costume hors de prix était venu poser des questions. Ils l'ont envoyé promener, mais il est resté garé devant chez eux pendant 1 heure avant de s'en aller. On n'avait plus 1 minute à perdre. Maman voulait tout remettre à la police sur le champ, mais je me suis rappelé ce que papa répétait toujours à propos de Marcus. Il avait des relations haut placées, des amis prêts à tout couvrir. Il fallait être plus rusé. Nathan a suggéré de multiplier les copies des documents, de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Il connaissait une journaliste locale qui enquêtait sur les fraudes financières. On pourrait lui confier l'affaire et rendre l'histoire publique avant que Marcus n'ait le temps d'intervenir. On a passé la nuit dans une boutique de photocopie, ouverte toute la nuit, à faire des dizaines de duplicata de chaque pièce. Nathan a contacté la journaliste et fixé un rendez-vous pour le lendemain matin. La femme et Victoria sont restées avec nous pour qu'on soit en sécurité, tous ensemble. Marcus a appelé sur le portable de maman à 3 heures du matin. Elle a mis le haut-parleur. Sa voix était posée, glaciale, mais il y avait une tension sourde derrière chaque mot. « Helen, soyons raisonnables. Robert a pris quelque chose qui ne lui appartenait pas. Je veux simplement récupérer ce qui m'est dû. Personne d'autre n'a besoin de souffrir. » Maman a répliqué sans hésiter. « C'est toi qui as volé les clients. Robert les protégeait. Robert était un idiot. Il aurait pu tout avoir. On aurait pu s'en sortir tous les deux. Mais il a préféré jouer au héros. Il a fait ce qui était juste. » Marcus a éclaté d'un rire sec, sans la moindre chaleur. « Ce qui était juste? Il a ruiné ma vie pour ça? Tu n'as pas idée de ce dans quoi tu t'embarques, Hélène. Tu crois que c'est tout simple, mais tu ne vois pas la moitié de l'histoire. Alors explique-moi, » l'a défié maman. « Fais-moi comprendre. » Un silence interminable a suivi. Quand Marcus a repris la parole, sa voix s'était faite lasse. « Ton mari et moi, on a bâti cette boîte à partir de rien. 20 ans de boulot. Et là, il tombe malade et se découvre une conscience. Il n'avait pas le droit. Mais toi, tu n'avais pas le droit de voler les clients, » a répondu maman, les dents serrées. Ces gens étaient hâtés des pigeons. Ils auraient fini par perdre leur argent de toute façon. Au moins, avec moi, ils ont eu des rendements pendant des années, avant que je prenne ma part. Ta part? Tu as détourné des millions. Je les ai mérités, ces millions. Pendant que Robert jouait au père modèle, moi, je me tapais des semaines de 100 heures. J'avais bien droit à une compensation. La voix de maman s'est faite froide comme la pierre. Ce que tu mérites, c'est la prison. Et c'est là que tu finiras. Le calme de Marcus a fini par exploser. Tu crois avoir gagné, c'est ça? Tu crois que le petit plan de ton mari t'a protégé? Je connais des gens, Hélène. Des gens qui se moquent bien des preuves, des journalistes ou de la police. Tu as 24 heures pour me rendre mon argent. Sinon, tu comprendras vraiment ce que veut dire tout perdre. Il a raccroché. On n'a pas fermé l'œil de la nuit. À l'aube, on a retrouvé la journaliste dans un petit resto hors de la ville. Elle a examiné tous les documents, nous a interrogés, a pris des notes. Elle nous a promis de sortir l'affaire dans les prochains jours, mais il fallait rester sur nos gardes jusque-là. Nathan a proposé qu'on se mette à l'abri dans son chalet à la montagne. C'était paumé, mais au moins, on aurait vu venir quiconque approchait. On a bouclé nos valises en vitesse, juste l'essentiel. En chargeant les voitures, j'ai remarqué une berline noire garée tout au bout de la rue, là, depuis la veille au soir. On est parti dans 3 voitures différentes, chacun prenant sa propre route. Le rendez-vous était fixé à midi au chalet. Maman et moi sommes partis en avance, tandis que la compagne de Nathan et Victoria prenaient sa voiture. Et Nathan est parti seul, emportant les preuves. Les routes de montagne étaient étroites, pleines de virages serrés. Je surveillais constamment les rétroviseurs, cherchant la moindre trace de la berline noire. À mi-chemin, je l'ai aperçue. Elle nous suivait à bonne distance, mais c'était bien à nous qu'elle s'intéressait. Maman l'a remarqué
bifurqué aussi. Elle a soudain bifurqué sur un chemin secondaire, puis un autre, en espérant semer la voiture. Mais la berline ralentissait seulement, sans jamais vraiment nous lâcher. À ce moment-là, j'ai compris. On nous guidait, on nous amenait quelque part. La route s'est arrêtée net dans une ancienne carrière, avec des falaises de chaque côté, impossible d'avancer. Maman a stoppé la voiture, moteur allumé. La berline noire s'est garée derrière nous, bloquant toute issue. Mais ce n'est pas Marcus qui en est descendu. C'était une femme, la cinquantaine, l'allure sûre d'elle, presque froide. Elle s'est approchée de la vitre de maman, les mains bien visibles, sans geste menaçant. Madame Chen, je m'appelle Sam Mixamanta. Je suis enquêtrice fédérale. Nous surveillons Marcus depuis des mois. Il faut qu'on parle. Maman, sur ses gardes, a gardé les mains sur le volant. Comment puis-je être certaine que vous êtes vraiment fédérale? Sans un mot, Sam a sorti ses papiers et les a tendus à maman, qui les a longuement inspectés. Tout semblait en règle. Mais après tout ce qu'on avait vécu, la méfiance était de mise. Sam a semblé le comprendre d'un simple regard. Votre mari nous a contactés avant sa mort, a-t-elle expliqué. Il nous a transmis des informations sur Marcus. Nous montions un dossier, mais il nous manquait des preuves. Ce que vous avez trouvé dans ce box, ce que Nathan Jonet détient, c'est la pièce qui nous manquait. Pourquoi ne pas nous avoir contactés plus tôt, ai-je lancé. On ne pouvait pas courir le risque que Marcus l'apprenne. Il a des informateurs partout. Il fallait qu'il s'expose, qu'il commette des erreurs. La pression que vous avez exercée sur lui a permis cela. Maman a cherché à lire dans les yeux de Sam. Qu'attendez-vous de nous? Votre aide, les preuves, un témoignage si nécessaire. En échange, nous pouvons tous vous protéger. C'était trop simple, trop beau pour être vrai. Encore un rebondissement dans cette histoire déjà pleine de pièges. Mais avions-nous vraiment le choix? Le temps jouait contre nous, Marcus approchait. Nous avons suivi Sam jusqu'à un bâtiment fédéral en ville. Là, des agents bien réels, des bureaux, tout ce qu'il y a de plus officiel. Ils traquaient les magouilles financières de Marcus depuis 2 ans. Les informations de papa avaient déclenché l'enquête, mais il était mort avant d'avoir pu témoigner. On nous a montré des photos de surveillance. Marcus rencontrant des gens, échangeant des colis, passant des accords. Il ne se contentait pas de détourner de l'argent. Il blanchissait aussi pour d'autres, profitant de la société comme par avant. L'agent en charge nous a exposé leur plan. Il fallait que nous rencontrions Marcus et qu'il reconnaisse le détournement sur enregistrement. Avec cette preuve et les documents, il pourrait l'arrêter sur le champ. Maman a d'abord refusé, trop risqué à ses yeux, mais ils nous ont juré que nous serions en sécurité, que des agents seraient aux aguets, prêts à intervenir au moindre danger. Nous avons répété, des heures durant, ce qu'il faudrait dire, comment agir, où se retrouver. Les agents ont suggéré la maison de maman, un terrain familier pour nous, où Marcus se sentirait en confiance. Peut-être un peu trop. Ce soir-là, maman a appelé Marcus, lui disant qu'elle voulait discuter, trouver un compromis. Il a accepté. Rendez-vous à 21h. Seul, a-t-il précisé, juste lui et maman. Les agents avaient tout préparé. Micro, caméra cachée, surveillance dans le quartier, fourgon banalisé dans la rue, bouton d'alerte dans la poche au cas où tout déraperait. Nathan, la compagne de Nathan et Victoria sont arrivés juste avant 21h, mis à l'abri par les agents. Nous, on attendait au fond, les yeux rivés sur les écrans, à l'écoute du moindre bruit. Marcus n'a pas failli. Il est arrivé pile à l'heure, l'air épuisé, plus vieux qu'auparavant. Sans hésiter, il s'est réinstallé dans le fauteuil de papa, comme pour marquer son territoire. Maman lui a proposé un café, il a décliné. Ils se sont assis face à face, séparés par la table basse, presque comme 2 adversaires prêts à en découdre. Où est mon argent, Hélène? A lancé Marcus. Parti, a répliqué maman d'une voix calme. Robert l'a rendu au client à qui tu l'avais volé. Marcus a serré la mâchoire. Cet argent m'appartenait. Je l'ai gagné. En volant? En étant malin. Ton mari n'a jamais rien compris aux affaires. Toujours à se préoccuper d'éthique, de morale. Ça l'a rendu faible. Maman s'est penchée vers lui. Ça l'a rendu meilleur que toi. Meilleur? Il est mort, Hélène. Moi, je suis encore là. À ton avis, qui a gagné? Sa conscience était nette. Peux-tu en dire autant? Marcus a ricané, amer. La conscience ne paie pas les factures, n'achète pas de maison, ne bâtit pas d'empire. Ton mari aurait pu être riche. Il a préféré être honnête. Regarde où ça l'a mené. Parle-moi du détournement, a glissé maman, sur un ton posé mais ferme. Aide-moi à comprendre pourquoi tu as fait ça. Marcus l'a dévisagé, méfiant, mais son orgueil a pris le dessus. Il voulait qu'elle comprenne, qu'elle admette qu'il avait eu raison. Au début, c'était 3 fois rien, a-t-il commencé. Je prenais sur des comptes dormants, des clients qui avaient tout oublié, de l'argent qui ne servait plus à personne. Mais toi, tu savais quoi en faire? Exactement. Combien? Quelques milliers au début, puis davantage. Le crack de 2008 m'a servi de couverture. Il y avait des pertes partout, facile de glisser la sienne. Mais 3 millions? Sur 10 ans? Rien du tout. La boîte en a gagné bien plus. Je méritais ma part. Ta part, c'était ton salaire, tes bénéfices légitimes. Marcus s'est moqué. Légitime? Tu veux savoir ce qui est légitime? C'est moi qui ai amené 90% des clients. Moi qui ai signé les gros contrats. Robert, il faisait la paperasse. Moi, je m'occupais du vrai pouvoir. Maman l'a laissé dérouler son récit, l'amenant à se confier. Marcus s'est enflammé, a oublié de se méfier. Il a admis avoir falsifié des signatures, créé de faux comptes, fait transiter l'argent via des sociétés écrans. Les agents captaient tout. Soudain, le téléphone de Marcus a vibré. Il a regardé l'écran, fronçant les sourcils, puis a décroché malgré la protestation de maman. En écoutant, son visage s'est décomposé. D'abord livide, puis rouge de colère. Il a coupé la communication et s'est levé d'un bond. « Tu m'as piégé !» a-t-il lâché d'une voix glaciale. « C'était mon contact au bâtiment fédéral. Ils sont en train de préparer des mandats d'arrêt. » Maman s'est levée à son tour, sa main cherchant le bouton d'alarme. Mais Marcus a été plus rapide. Il lui a attrapé le poignet et l'a violemment tordu. Pas de quoi tout briser, mais suffisamment pour faire mal. « Où sont les autres ?» a-t-il lancé. « Ton fils, cette femme, où sont-ils ?» J'ai voulu bouger, mais Nathan m'a
m'a retenu. Les agents étaient prêts à intervenir. Ça pouvait basculer d'une seconde à l'autre. Mais Marcus entraînait déjà maman vers la porte. On s'en va. Tu vas me remettre toutes ces preuves, sans exception. Ensuite, tu rappelleras tes amis fédéraux. Je ne peux pas les rappeler, a protesté maman en essayant de se dégager. C'est trop tard. Alors il vaudrait mieux pour toi que ton fils puisse le faire. Parce que si je tombe, vous tombez tous avec moi. Il a atteint la porte d'entrée, l'a ouverte d'un geste sec, et s'est retrouvé face à une douzaine d'agents fédéraux armés. Marcus Chen, a annoncé Sam Maxamanta en s'avançant. Vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds, blanchiment et agression. Marcus a relâché maman, a levé les mains lentement, mais son regard a croisé le mien au seuil de la porte. Il m'a lancé un regard noir, chargé de rancœur. Ton père aurait honte de toi, a-t-il lancé pendant qu'on lui mettait les menottes. Tu piétines tout ce qu'on a construit, tout ce pourquoi il s'est battu. Non, ai-je répliqué, la voix enfin retrouvée. Il serait fier de nous. On a achevé ce qu'il avait commencé. Marcus a été emmené vers une voiture de police. Les voisins s'étaient attroupés pour regarder la scène, ça faisait déjà jaser. Demain, tout le quartier en parlerait, et la semaine suivante, tout serait retombé. Mais pour nous, c'était la fin d'une histoire. On a passé des heures à déposer, à signer des papiers. Les agents pensaient bien que Marcus chercherait à négocier, mais il finirait derrière les barreaux. Tous ses biens étaient gelés, passés au crible. L'argent récupéré irait aux victimes. Il était presque l'aube quand on est enfin rentré à la maison. Maman a préparé du café, et tout le monde s'est retrouvé autour de la table de la cuisine. La femme serrait Victoria contre elle. Nathan semblait avoir pris 10 ans, mais il avait aussi l'air plus léger, comme si le poids des secrets s'était envolé pour de bon. Et maintenant, a demandé la femme, maman a eu ce sourire chaleureux qui m'avait tant manqué pendant toute cette épreuve. Maintenant, on se reconstruit, on avance. On devient la famille que Robert voulait qu'on soit. Petit à petit, la vie a repris son cours. Les enquêteurs nous ont innocentés. On a retrouvé nos postes, accompagnés d'excuses. La société de Marcus a été dissoute, ses actifs redistribués aux victimes. Ce n'était pas tout ce qu'il avait détourné, mais c'était déjà ça. Nathan est sorti de l'ombre. Il a rouvert un petit cabinet. Il nous a aidés à créer une fondation grâce à l'assurance vie de papa. Une partie est revenue à la femme et à Victoria, un geste de papa pour la famille qui lui avait tendu la main. Le reste a été versé à la recherche contre le cancer du cerveau. La femme et sa fille ont pris toute leur place dans notre vie. Dîner du dimanche, fête, soirée cinéma improvisée le mardi. Victoria et moi sommes devenus très proches, liés par ce drôle de destin. 2 enfants sauvés par le sacrifice de leurs parents. Maman et la femme sont devenues inséparables, exactement comme papa l'aurait voulu. Elles ont lancé un groupe de soutien pour les familles confrontées à la maladie, un espace où chacun pouvait parler sans crainte d'être jugé. Un soir, autour de la table, Victoria a posé la question que tout le monde avait en tête. Tu crois qu'il savait, ton père? Tu crois qu'il avait prévu tout ça? Maman a pris sa main dans la sienne. Je pense qu'il l'espérait. Il ne pouvait pas tout contrôler, mais il nous a donné les moyens de tenir bon. La suite, c'était à nous de la construire. Il nous a donné les uns aux autres, a ajouté la femme. C'était ça, son vrai cadeau. Je me suis mise à penser à papa. Pas à l'homme qui avait tout planifié dans l'ombre, mais à celui qui nous avait tellement aimés qu'il avait tout fait pour nous protéger, même au prix de ses mensonges. Il n'était pas parfait, loin de là. Son plan avait ses failles, mais son amour pour nous ne faisait aucun doute. Marcus s'était trompé sur son compte. Papa n'était pas faible parce qu'il avait une conscience. Il était fort d'être resté fidèle à ses principes, coûte que coûte. Il avait vu droit dans le jeu de Marcus et avait refusé de fermer les yeux. Il ne pouvait pas laisser des innocents payer pour l'avidité de son associé. Alors, ces derniers mois, il les avait consacrés à réparer les dégâts, à rendre ce qu'il avait pu, à réunir les preuves, à protéger sa famille. Et lorsqu'il a compris que tout touchait à sa fin, il a fait un dernier sacrifice. Un sacrifice qui entrait la femme qui l'avait aidé, mais qui sauverait sa famille du désastre. Ce n'était pas un plan parfait. Il y a eu de la douleur, une innocente envoyée en prison, beaucoup de questions sans réponse, de la culpabilité. Mais il a fait du mieux qu'il a pu avec le temps qui lui restait, et au bout du compte, cela nous a rapprochés. Marcus a pris 12 ans ferme. Avec un peu de chance, il sortirait au bout de 8. Mais cette fois, ses réseaux ne pourraient être rien pour lui. La journaliste a raflé des prix pour son enquête sur la fraude financière dans les PME. Nathan a témoigné au procès, enfin délivré de sa peur. Mais le vrai triomphe, ce n'était pas la chute de Marcus. C'était la famille que nous étions devenus, forgés dans l'épreuve, soudés par l'amour et le sacrifice. Papa aurait été fier de nous. Il m'arrive encore de rêver à cette nuit-là. L'accident qui n'en était pas un, le conducteur prétendument ivre qui ne l'était pas, la mort qui n'était qu'un adieu. Mais aujourd'hui, je comprends ce que papa voulait nous transmettre. La vie est compliquée, on prend parfois des décisions impossibles. L'amour peut ressembler à une trahison. Et pardonner, c'est accepter l'autre tout entier, pas seulement ce qu'il a de plus facile à aimer. Maman a gardé la dernière lettre de papa, celle où il expliquait tout. Elle l'a fait encadrer, accrocher dans le couloir avec les photos de famille. Les gens demandèrent parfois de quoi il s'agissait, mais on expliquait rarement. C'était notre secret, notre histoire, notre vérité un peu cabossée. La femme et Victoria ont déménagé tout près, à 2 pas. On se voyait presque tous les jours. Victoria a fini par appeler maman, tante Hélène. Quant à la femme, elle faisait partie de la famille, tout simplement, sans qu'il y ait besoin de le préciser. Un soir, alors qu'on rangeait la cuisine, la femme m'a prise à part. Il faut que je te dise quelque chose, m'a-t-elle dit. À propos de cette nuit-là, à propos de ton père. J'ai senti mon estomac se nouer. Encore des secrets? Une révélation de plus? Il n'arrêtait pas de parler de toi ces dernières semaines, a-t-elle ajouté. Chaque rencontre, chaque projet, tout ramenait sans cesse à toi et à ta mère. Toujours la même préoccupation. Comment vous protéger? Comment subvenir à vos besoins? Comment s'assurer que vous seriez bien? Je sais qu'il nous aimait, ai-je soufflé. Non, tu ne comprends pas, m'a-t-elle répondu. Il m'a fait promettre autre chose, quelque chose que je n'ai jamais confié à personne. Je suis restée là, le cœur battant, attendant la suite. Il m'a demandé de veiller sur vous deux, de faire partie de vos vies, si vous le vouliez bien. Il disait qu'il serait difficile de vous perdre, mais que vous laisser seul le serait encore plus. Il voulait que vous ayez plus de famille, pas moins. Tout ça, ce rapprochement,
C'était une promesse au départ, oui, mais c'est devenu bien plus. Aujourd'hui, toi et ta mère, vous êtes ma famille. Victoria aussi. Pas parce que ton père me l'a demandé, mais parce que je ne m'imagine plus sans vous. Alors je l'ai prise dans mes bras. Cette femme qui avait tout sacrifié pour tenir la dernière promesse faite à un inconnu, qui était allé en prison pour nous garantir un avenir, qui avait porté de lourds secrets pour honorer la volonté d'un homme bon. Merci, ai-je murmuré, pour tout. Elle m'a serré à son tour, les yeux brillants, les nôtres mouillés de larmes. Remercie ton père. Il avait tout prévu. Il savait qu'on aurait besoin les uns des autres. Même à la fin, il veillait sur nous tous. C'est ça, l'amour véritable. Il ne s'arrête pas avec la mort. Il continue dans les choix qu'on fait, dans la personne qu'on devient, dans les familles qu'on construit. L'amour de papa vivait dans le pardon de maman, dans le sacrifice de cette femme, dans la force de Victoria, dans notre drôle de famille, compliquée mais belle. Marcus pensait que papa était faible de choisir la conscience plutôt que l'argent. Mais papa avait compris quelque chose qui échappait à Marcus. L'argent, ce n'est que du papier, le pouvoir, une illusion. Mais l'amour, le sacrifice, la famille, ça, c'est du solide. Ça, c'est pour la vie. C'est ça que papa nous a laissé. Pas seulement de quoi survivre, pas seulement des preuves pour nous défendre, mais des personnes à aimer, à qui faire confiance, avec qui construire. Il nous a donné les uns aux autres. Avec ses défauts, à sa manière compliquée, il nous a tout donné. Après l'arrestation de Marcus, les semaines qui ont suivi ont été remplies de nouveaux problèmes auxquels on ne s'attendait pas. Ses associés tournaient comme des vautours. Chacun voulait sa part de la société disparue. Maman était harcelée au téléphone par des inconnus, chacun prétendant avoir investi ou avoir reçu des promesses de Marcus. Un matin, une femme s'est présentée chez nous avec un dossier sous le bras. Elle s'est présentée comme son ex-femme, une personne dont papa n'avait parlé qu'une fois, en passant. Elle s'est installée dans la cuisine, a sorti ses papiers de divorce et ses relevés de compte datant de plusieurs années. Marcus a caché des biens pendant notre divorce, a-t-elle expliqué. Votre père le savait mais n'a rien dit. Il parlait de courtoisie professionnelle. Maintenant, je veux ce qui me revient. Maman a passé les papiers en revue, découvrant des montants considérables, de l'argent que Marcus avait fait circuler sur différents comptes pour ne pas avoir à le partager. Certains de ces comptes étaient au nom de papa, en tant qu'associé. On n'a accès à rien de tout ça, lui a répondu maman. Tout est bloqué tant que l'enquête fédérale n'est pas terminée. Le visage de l'ex-femme s'est fermé. Il vaudrait mieux trouver un moyen de débloquer ça, sinon je devrais envisager d'autres solutions. Dès qu'elle est partie, maman a appelé Nathan. Il est venu tout de suite, a étudié les documents, et son visage s'est assombri au fil de sa lecture. C'est grave, a-t-il fini par dire. Si elle va au bout, vous pourriez être tenu responsable, en tant que succession de Robert. Les sommes en jeu pourraient tout faire disparaître. J'ai senti mon estomac se nouer. Après tout ce qu'on avait traversé, tout pouvait encore s'effondrer. Maman est restée silencieuse, digérant la menace. La femme et Victoria sont arrivées pour dîner comme prévu. On leur a parlé de l'ex-femme de Marcus, du danger financier. Elle a tout de suite proposé son aide. Mais on savait tous qu'elle avait peu de moyens. Ce soir-là, impossible de dormir. J'ai replongé dans les dossiers de papa, cherchant des informations sur le divorce de Marcus. Dans un dossier intitulé Personnel, j'ai trouvé des échanges entre papa et Marcus à cette époque. Papa savait pour les biens cachés, mais il ne savait pas quoi faire. Un mail m'a marqué. Papa écrivait à Marcus: ce n'est pas juste. Elle a droit à sa part. Si tu ne règles pas ça, je m'en chargerai. Marcus avait répondu sur un ton menaçant, rappelant leur pacte, la destruction mutuelle s'il y avait trahison. Papa avait reculé, mais dans les mails suivants, je sentais son regret. Au petit matin, maman a tranché. Elle a rappelé l'ex-femme de Marcus, lui a proposé de revenir discuter d'un accord. Quand elle est revenue, maman avait déjà un plan. On va vous aider à récupérer ce qui vous revient, a dit maman. Mais pas devant un tribunal. Ça prendrait des années et ça détruirait tout le monde. On travaille ensemble, à la place. L'ex-femme hésitait, mais elle a écouté. Maman lui a expliqué qu'on avait des infos sur tous les biens cachés de Marcus. Pas seulement ceux du divorce, mais aussi tout le reste, depuis le début. En croisant nos connaissances avec ce que l'enquête allait révéler, elle pourrait toucher sa part sur les avoirs saisis. Pourquoi vous m'aidez? A-t-elle demandé. Parce que c'est juste, a répondu maman. Et parce que c'est ce que mon mari aurait fait. On a passé les jours suivants à collaborer avec elle, à reconstituer le puzzle complexe des comptes et sociétés écrans de Marcus. Elle avait des documents précieux, datant de leur mariage, qui nous manquaient. À nous tous, on a réussi à rassembler l'ensemble des preuves sur les fraudes de Marcus. Nathan a préparé un dossier impeccable pour les enquêteurs fédéraux, qui ont été impressionnés par la précision de notre travail, surtout par les éléments montrant comment Marcus dissimulait son argent depuis des années. Grâce à tout ça, il pourrait récupérer davantage pour les victimes. Mais Marcus n'en avait pas fini avec nous. Depuis sa cellule, il a continué à nous causer des ennuis. Son avocat a déposé des recours, accusant notre famille d'avoir volé des biens et affirmant que nos preuves avaient été obtenues illégalement. Les accusations étaient sans fondement, mais elles ont tout de même entraîné de nouveaux frais d'avocat et des heures perdues au tribunal. Les économies de maman se sont évaporées à une vitesse folle. La femme a voulu nous donner un coup de main sur le plan financier, mais maman a décliné son offre. Elle trouvait qu'on lui en avait déjà trop demandé. J'ai multiplié les heures à la librairie, mais ça ne suffisait jamais. C'est là que Victoria a eu un éclair de génie. Elle suivait des cours de web design à l'école et a proposé d'aider maman à lancer un site pour son agence immobilière. À deux, elles ont monté une plateforme professionnelle et moderne. Les clients de maman, restés fidèles malgré la tempête, n'ont pas tardé à en parler autour d'eux. Très vite, elle a croulé sous les mandats, bien plus qu'avant. De son côté, la carrière d'infirmière de la femme a aussi repris du poil de la bête. L'hôpital, après avoir fait la lumière sur ses plaintes anonymes, a compris qu'elle était victime de harcèlement et lui a même offert une promotion à un poste de cadre pour saluer son engagement dans la tourmente. Notre drôle de famille recomposée s'est soudée comme jamais à travers toutes ces épreuves. L'ex-femme de Marcus, qui était d'abord franchement réticente, est devenue un véritable soutien. Ayant elle-même déjà subi les manipulations de Marcus, elle comprenait parfaitement ce que nous vivions. Elle s'est même mise à venir de temps en temps à nos dîners du dimanche. Un soir, réunis autour de la grande table, Nathan a levé son verre. À Robert, a-t-il lancé, qui savait voir le meilleur chez les
gens, même quand ils ne le méritaient pas. On a trinqué à la mémoire de papa, mais j'ai bien vu l'émotion sur le visage de maman. Plus tard, quand tout le monde est parti, je l'ai retrouvé dans le vieux bureau de papa, une photo de leur mariage entre les mains. Je me demande s'il savait que ce serait aussi difficile, a-t-elle murmuré. Je me suis assise à côté d'elle. Est-ce que ça aurait changé quelque chose s'il l'avait su? Elle a esquissé un sourire triste. Non, il l'aurait fait quand même. C'était dans sa nature. L'affaire fédérale contre Marcus avançait péniblement. Il s'était payé des avocats hors de prix qui multipliaient les manœuvres pour retarder l'inévitable. Mais les preuves, elles, étaient accablantes. Ses anciens clients ont raconté leurs pertes. Nathan a parlé des menaces, et nous, du harcèlement. Un jour, la mère de Marcus s'est présentée au tribunal. Âgée, fragile, appuyée sur son déambulateur, elle s'est approchée de maman pendant une pause, les yeux pleins de larmes. « Je suis désolée », a-t-elle soufflé. « Je l'ai élevé autrement. Son père et moi, on ne comprend pas comment il a pu devenir cet homme-là. » Maman l'a doucement serré dans ses bras. « On fait tous des choix. Ce n'est pas votre faute. » Avant de partir, la vieille dame a glissé une enveloppe dans la main de maman. À l'intérieur, il y avait un chèque de 10 000 $ et un mot. Pour la famille que Marcus a blessée. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est ce que je peux faire. Maman a reversé l'argent au groupe de soutien qu'elle avait créé avec la femme, ce qui a permis de financer des séances d'accompagnement pour des familles confrontées à la maladie grave et à des décisions impossibles. Le geste de la mère de Marcus a aidé des gens à faire la paix avec leurs propres choix. Le procès s'est soldé par la condamnation de Marcus sur tous les chefs d'accusation. 12 ans de prison, comme on s'y attendait, avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 8. Ses biens ont été vendus et répartis entre ses victimes. Son ex-femme a enfin touché ce qui lui revenait et les clients escroqués ont obtenu une compensation partielle. Ce n'était pas tout ce qu'ils avaient perdu, mais c'était déjà ça. Après le verdict, l'avocat de Marcus est venu nous transmettre un dernier message de son client. Marcus voulait voir maman pour lui présenter ses excuses. Elle a longuement hésité avant de se décider. Je l'ai accompagné à la prison. Marcus paraissait bien diminué dans son uniforme orange, vieilli, l'air éteint. L'arrogance avait laissé place à quelque chose d'indéfinissable. « Hélène », a-t-il dit en nous voyant nous asseoir face à lui. « Merci d'être venue. » Maman est restée silencieuse. « J'ai eu le temps de réfléchir », a repris Marcus. « À Robert, à ce qu'il a fait. Je lui en ai voulu, mais maintenant je comprends. Il essayait de me sauver de moi-même. Il essayait surtout de sauver tes victimes », a corrigé maman. Marcus a acquiescé lentement. « Oui, ça aussi. Mais il savait où ça allait me mener. La prison, la honte. Il avait tenté de m'avertir des années plus tôt. Je n'ai pas voulu l'écouter. »« Qu'est-ce que tu veux, Marcus ?» a demandé maman. « M'excuser. Et te dire une chose. Robert avait ouvert un autre compte, un dont je n'ai eu connaissance que quand mon avocat l'a découvert pendant l'instruction. Il est au nom de Victoria, pour ses études. Il l'a créé la semaine avant sa mort. » Maman a blêmi. « Quoi ? 50 000 $. Il savait que cette femme aurait besoin d'aide pour élever sa fille après la prison. Il a veillé à ce qu'elle l'ait. Les coordonnées du compte sont chez mon avocat. Nous sommes repartis de la prison, l'esprit chamboulé par cette révélation. Papa avait tout anticipé, songé à chaque détail. Même à la fin, face à la mort, il pensait aux autres. Victoria a pleuré quand nous lui avons annoncé la nouvelle. Sa mère l'a serré fort dans ses bras, toutes deux bouleversées par ce dernier cadeau de papa. L'argent servirait à payer l'université, à offrir à Victoria toutes les chances rendues possibles par les sacrifices de sa mère. Le groupe de soutien lancé par maman et la femme a pris de l'ampleur. Des familles sont venues de partout, partageant leurs histoires, trouvant du réconfort dans cette nouvelle communauté. Maman est devenue une figure reconnue pour sa bienveillance et cette capacité unique à accompagner les gens dans leurs choix les plus difficiles, sans jamais juger. Ce printemps-là, j'ai décroché mon diplôme du collège communautaire. Maman, la femme, Victoria, Nathan et même l'ex-femme de Marcus étaient là pour me voir. Ma famille choisie, née d'un coup dur mais soudée par l'amour. Lors de la fête, maman m'a prise à part. « Ton père serait tellement fier », m'a-t-elle dit, pas seulement pour le diplôme, mais pour la personne que tu es devenue. « C'est de toi que je tiens », je lui ai répondu. « C'est toi qui m'as appris à pardonner, à avancer, à trouver une famille là où je ne m'y attendais pas. » Cet été-là, Nathan a annoncé qu'il prenait sa retraite. Il avait eu le temps de redresser son cabinet et de le vendre dans de bonnes conditions. Il voulait voyager, retrouver ses petits-enfants qu'il n'avait pas pu voir pendant ses années d'errance. Mais il lui restait une dernière mission. Il aidait les anciens clients de papa, ceux qui avaient perdu de l'argent à cause de Marcus, à se retrouver dans le dédale des démarches d'indemnisation. Beaucoup étaient âgés et complètement perdus face à la paperasse. Nathan veillait à ce que chacun comprenne ses droits et reçoive ce qui lui revenait. Un après-midi, il est arrivé chez nous accompagné d'un vieil homme qui avançait lentement, appuyé sur sa canne, mais dont les yeux pétillèrent d'intelligence. « J'ai connu ton père pendant 30 ans, m'a-t-il confié. Il s'occupait de mon épargne pour la retraite. Quand j'ai appris ce qui s'était passé avec Marcus, j'ai cru avoir tout perdu. Mais ton père, prévoyant, avait transféré mon argent sur un compte sécurisé des mois avant de disparaître. Il a sauvé ma retraite. » L'homme avait apporté un vieil album photo, plein de souvenirs d'événements organisés par l'entreprise au fil des années. Papa y figurait souvent, toujours souriant, entouré de clients qui lui faisaient confiance. Il m'a montré une photo en particulier. « Celle-ci a été prise le mois précédant sa disparition, m'a-t-il dit. Regarde son visage. Il savait déjà, tu crois pas? Il prenait soin de nous, même alors. J'ai contemplé la photo. Papa semblait changer, plus maigre, mais son regard trahissait une détermination farouche. Il avait passé un bras autour de maman lors d'une fête de Noël de l'entreprise. Malgré tout, il paraissait heureux. « Garde cette photo », a ajouté l'homme en la retirant délicatement de l'album. « Elle appartient à votre famille. » Peu à peu, la vie reprenait son cours et de nouvelles habitudes s'installaient. Les dîners du dimanche étaient devenus un rendez-vous où chacun trouvait une place. Nathan avant de repartir à l'étranger, l'ex-femme de Marcus quand la solitude se faisait trop lourde. D'anciens clients de papa qui n'avaient non plus personne. Notre table s'agrandissait à mesure que notre famille s'élargissait. Victoria brillait à l'école, portée par les sacrifices de sa mère et la générosité de papa. Elle rêvait de devenir médecin
sain, d'aider les autres à sa manière, comme sa mère l'avait fait. Sa mère rayonnait de fierté devant ses ambitions. Un soir, en rangeant les affaires de papa avec maman, je suis tombée sur le journal intime qu'il avait tenu les derniers mois. J'ai hésité, puis je l'ai tendu à maman. Ensemble, nous l'avons parcouru, découvrant ses pensées, ses doutes, ses peurs. Il y parlait du diagnostic, du choc, de la colère, de la trahison de Marcus, puis de la décision d'employer le temps qui lui restait pour réparer ce qui pouvait l'être, de sa rencontre avec la femme, de la convaincre, de lui promettre de veiller sur sa famille, comme elle l'avait fait pour la nôtre. La dernière page datait de 2 jours avant sa mort. Demain, je rends au client le reste des fonds détournés. Marcus comprendra trop tard. Hélène et notre fils seront à l'abri. La fille de la femme aura sa chance. J'espère qu'ils pardonneront le mal que je vais leur faire. Parfois, l'amour exige des choix difficiles. Voilà le mien. Maman referma le journal avec douceur. Nous l'avons confié au groupe de soutien, où il a servi de guide à d'autres confrontés à des choix impossibles. Les mots de papa aidaient chacun à comprendre que l'amour peut ressembler à une trahison et que le sacrifice n'est jamais simple. La femme et Victoria se sont installées officiellement dans la maison 3 portes plus loin, proches pour être considérées comme de la famille, mais assez indépendantes pour rester elles-mêmes. Victoria et moi révisions ensemble, nous soutenant dans les moments de doute. Elle est devenue la sœur que je n'avais jamais eue. L'ex-femme de Marcus, grâce à son indemnité, a monté une fondation afin d'aider les femmes à retrouver les biens cachés lors des divorces. Forte de son expérience, elle voulait épargner à d'autres ce qu'elle avait traversé. Maman a rejoint le conseil d'administration, apportant son expertise en immobilier. L'anniversaire de la disparition de papa est arrivé dans une atmosphère apaisée. Nous nous sommes retrouvés près de sa tombe, une famille élargie, réunie sur un petit carré de cimetière. Maman a posé des fleurs, la femme a allumé une bougie, Victoria a lu un poème sur le sacrifice et l'amour. Nathan a prononcé une prière. J'ai pris la parole à la fin, partageant ce que j'avais compris. Le dernier geste de papa n'était pas qu'une histoire d'argent ou de justice, mais de liens, de reconstruction, de familles recomposées à partir de morceaux dispersés. Il savait que nous aurions besoin les uns des autres. Plus qu'orchestrer sa disparition, il avait préparé notre rapprochement. Il nous a offert les uns aux autres, ai-je dit, en regardant les visages autour de moi. C'était son plus beau cadeau. Sur le chemin du retour, Victoria a glissé son bras sous le mien. Tu crois qu'il savait comment ça finirait? A-t-elle demandé. J'ai pensé à la rigueur de papa, à sa capacité d'anticiper, mais aussi à toutes les surprises, aux liens inattendus, à cette famille choisie que nous étions devenus. Je crois qu'il l'espérait, ai-je répondu. Parfois, l'espoir suffit. Le soir, le groupe de soutien s'est réuni. Maman animait la séance, la femme partageait son regard de soignante. Des nouveaux étaient venus, porteurs eux aussi de décisions impossibles. Ils trouvaient là ce que nous avions trouvé. Partager le poids des épreuves permet de le supporter. Marcus écrivait de temps en temps depuis la prison. Ses lettres respirèrent le remords, la compréhension tardive des conséquences de ses choix. De temps en temps, maman lui répondait, quelques mots sur le pardon, sur la reconstruction. Même Marcus faisait désormais partie de notre histoire. La vie avait repris un rythme nouveau. Le café matinal avec maman avant de partir travailler, les promenades du soir avec Victoria et la femme, les dîners du dimanche avec notre famille choisie, les cartes postales de Nathan envoyées de ses voyages. Tous ces petits instants mis bout à bout formaient une vie reconstruite sur les ruines de l'ancienne. J'ai repris mes études pour préparer ma licence, inspirée par les professionnels qui nous avaient aidés. J'ai choisi le travail social, avec l'envie d'accompagner à mon tour les familles dans la tourmente. L'assurance de papa m'a permis de poursuivre ce rêve, son dernier investissement dans mon avenir. La femme, de son côté, a reçu un prix pour l'excellence de ses soins. Lors de la cérémonie, elle a remercié sa fille pour sa force, maman pour lui avoir montré le chemin du pardon, et papa pour lui avoir confié un secret impossible. Pas un œil n'est resté sec ce jour-là. Notre histoire s'est répandue discrètement dans la communauté, non par la presse ou la célébrité, mais dans les discussions à voix basse au groupe de soutien, ou entre 2 courses à l'épicerie. Nous étions connus comme la famille qui s'était choisie, celle qui avait trouvé l'amour au cœur de la perte. La mère de Marcus s'est éteinte paisiblement, continuant jusqu'au bout à faire un don chaque mois au groupe de soutien, sa façon à elle d'essayer de réparer ce que son fils avait brisé. Les funérailles furent simples, mais maman tenait absolument à ce que nous soyons présents. Même dans la peine, il nous semblait essentiel d'honorer les liens qui nous unissaient. Avec le temps, le traumatisme a perdu de sa dureté. La femme évoquait enfin cette nuit-là sans retenue, soulagée de ne plus porter seule le poids de son secret. Victoria, elle, comprenait le sacrifice de sa mère sans aucune rancœur. Maman retrouvait la joie, non pas en dépit de la trahison de papa, mais grâce à tout ce que cette épreuve avait rendu possible. Parfois, je me surprenais à imaginer ce que papa penserait de nous aujourd'hui. Son plan avait réussi, mais pas tout à fait comme il l'avait prévu. Nous étions à l'abri financièrement, oui, mais surtout enveloppés d'un amour auquel il n'aurait sans doute jamais songé. Les enquêteurs fédéraux ont classé l'affaire. Le réseau de Marcus a été complètement démantelé et les victimes indemnisées autant que possible. Sam Maxamanta nous a adressé une lettre de remerciement pour notre courage. Sans vos preuves, écrivait-elle, la justice n'aurait pas pu être rendue. Nathan est revenu de ses voyages transformé, réconcilié avec sa famille, le cœur apaisé, des souvenirs plein la tête. Il a naturellement repris sa place à nos repas du dimanche, partageant les anecdotes de ses aventures. Son affrontement avec Marcus l'avait libéré d'une façon qu'on commençait à peine à mesurer. La lettre d'admission de Victoria à la fac est tombée un mardi. Bourse complète pour la prépa médecine. Ses rêves soudains à portée de main. La femme s'est effondrée en larmes de joie pendant que Victoria tournoyait dans la cuisine. Maman et moi les regardions, certaines que papa aurait été fou de fierté. Ce soir-là, j'ai retrouvé maman sur la terrasse, la dernière lettre de papa à la main. J'ai longtemps été en colère, a-t-elle admis, contre les mensonges, la manipulation, la douleur qu'il nous a infligée. Mais regarde ce que tout cela a engendré. Elle a désigné la maison de la femme, où la fête battait son plein pour
Victoria, puis la voiture de Nathan dans l'allée, lui aussi venu partager notre bonheur, et enfin les photos accrochées au mur, témoins de notre drôle de famille. Il a semé des graines, a poursuivi maman. Pas seulement pour la justice ou la sécurité, mais pour nous rapprocher. Si nous sommes tous là aujourd'hui, c'est parce qu'il a su nous réunir. Je me suis assise à ses côtés, réalisant pleinement la portée de ses mots. L'héritage de papa, ce n'était ni l'argent mis à l'abri, ni les délits démasqués, mais cette famille née du sacrifice, cet amour qui a surgi de la perte. Marcus a purgé sa peine sans faire de vagues. D'après les rapports, il était devenu un détenu modèle, enseignant la gestion financière aux autres. Peut-être la rédemption était-elle possible, même pour lui. Papa l'aurait voulu. Notre groupe de soutien s'est étoffé, passant à 3 réunions par semaine. Des familles n'hésitaient pas à faire des kilomètres pour venir chercher du réconfort auprès de ceux qui comprenaient. Maman et la femme formèrent de nouveaux animateurs, transmettant leur bienveillance et leur expérience. Le dernier cadeau de papa continuait de porter ses fruits. J'ai décroché mon diplôme avec mention et ai tout de suite intégré un centre d'aide aux familles en crise. Chaque jour amenait son lot de défis, des familles face à des choix impossibles. J'emportais partout les leçons de papa. L'amour prend 1000 formes, pas toujours faciles à reconnaître. Victoria a terminé sa première année de médecine avec mention très bien et faisait du bénévolat à l'hôpital où travaillait sa mère, comme si le destin bouclait la boucle entre celle qui l'avait sauvée et la médecin qu'elle devenait. Leur sacrifice s'était transformé en vocation. 5 ans après la disparition de papa, nous avons organisé une autre forme de commémoration, cette fois pour célébrer la vie. Tous ceux qui l'avaient aidé se sont retrouvés dans le jardin. D'anciens clients sauvés de la faillite, des familles du groupe de soutien apaisé, notre famille choisie, unie à jamais. Maman s'est levée pour prendre la parole, digne et solide. Elle a parlé de pardon, de la beauté que l'on peut trouver dans ce qui est brisé, d'un homme qui avait consacré ses derniers mois à réparer ses erreurs et à tisser des liens, de cet amour qui survit à la trahison, grandit dans la douleur et s'épanouit en quelque chose de beau. Robert n'était pas parfait, a-t-elle terminé, mais il a aimé parfaitement. C'est cela qui compte. Au coucher du soleil, j'ai compris que le vrai cadeau de papa, ce n'était pas la sécurité ou la justice, mais ce réseau de liens qui nous soutenait dans les moments difficiles, cette famille que la vie nous avait imposée, mais que l'amour avait soudée. La femme, les yeux embués, a levé son verre. À l'homme qui m'a confié un secret impossible, qui a perçu mon désespoir et y a répondu avec compassion, qui a offert un avenir à ma fille et une famille à moi. À papa, ai-je ajouté, qui savait qu'au fond, le plus beau cadeau c'est de rassembler les gens. Nous avons trinqué sous les étoiles, portés par le souvenir et la reconnaissance. J'aime croire que quelque part, papa nous regardait, enfin apaisé. Son plan avait marché, même s'il n'avait pas imaginé cela. Nous étions bien, même mieux que bien, nous étions une famille. Bien sûr, le lendemain a apporté son lot de nouveaux défis, comme chaque matin, mais nous les avons affrontés ensemble, soudés par les liens forgés dans le sacrifice. Son amour vivait dans chacun de nos choix, chaque relation préservée, chaque famille soutenue dans l'épreuve. Voilà son vrai héritage. L'amour se multiplie quand on le partage. La famille ne se limite pas aux liens du sang, et même la mort ne peut empêcher quelqu'un de protéger ceux qu'il aime. Papa nous a tout transmis, l'essentiel, les uns pour les autres.